Le document de politique foncière remis au chef de l'État après 2 ans et demi de travaux, la Commission nationale de réforme foncière fixe le cap pour un accès équitable aux ressources naturelles. Le président Macky Sall veut plus de transparence et d'inclusion dans la gestion du foncier. 60% des dossiers traités au tribunal sont relatifs à cette problématique. Hors service, momentanément indisponible, les dysfonctionnements notés par moment dans les guichets automatiques de billets suscitent moult interrogations chez les usagers. Que se cache-t-il derrière ces pannes volontaires ou inhérentes au système? La rubrique économie de ce jeudi pose le débat. Ça sent mauvais dans certains marchés de Dakar. Bouchez-vous les narines si vous êtes obligé de faire vos achats dans ces lieux. Préparez-vous à affronter l'odeur nauséabonde qui s'y dégage. Un décor qui dévoile la face hideuse de ces endroits où l'on se procure plusieurs types de produits alimentaires dans la série est à leur tard. Bienvenue et bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu ce jeudi le document de politique foncière. La Commission nationale de réforme foncière livre ainsi ses travaux 2 ans et demi après son installation. Le rapport fixe le cap pour un accès équitable et sécurisé aux ressources naturelles. La Commission a salué la compréhension du président Macky Sall face aux enjeux liés au foncier. Oumar Nyenga. Entre les mains du chef de l'État, le document de politique foncière. Le professeur Moustapha Souran et la commission viennent de finir le travail que leur avait confié le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en lui assignant la mission d'engager le processus d'élaboration d'une réforme foncière et vous manifestez par là votre parfaite compréhension des enjeux liés au foncier avec pour finalité de permettre au pays de disposer d'un cadre juridique actualisé, approprié. Et de ce fait, vous avez compris que la terre, Monsieur le Président, figure au rang des principaux facteurs de production pour mettre notre pays sur l'orbite d'une croissance véritable et d'un développement équitable et durable. La question foncière est complexe, c'est connu. Pour preuve, elle occupe 60% des dossiers traités au tribunal. Mais au-delà de la nécessité d'une cohésion sociale, il y a l'exigence de développement. Tenant compte de tout cela, la Commission a adopté une démarche participative qui a porté ses fruits. Ainsi, le document de politique foncière fixe le cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles. De nombreuses personnes vivant en milieu rural et les agriculteurs familiales, mais également les investisseurs privés dans le secteur rural. Mais il convient de garder à l'esprit la dimension holistique du foncier, car la terre et les ressources qu'elle porte sont tout à la fois facteurs de production, source de nourriture, base de pratiques sociales, culturelles et religieuses. Je voudrais également évoquer, Monsieur le Président de la République, un sujet dont vous avez fait une de vos priorités. Il s'agit des droits du peuple sur les ressources naturelles, mais aussi de l'obligation pour l'État et les collectivités territoriales de veiller à la préservation du patrimoine foncier. Il y a là, à mon avis, d'humble juriste, l'une des réformes les plus importantes de l'histoire du Sénégal. Parce que probablement, on n'a jamais donné aux Sénégalais l'occasion de s'approprier le Sénégal de façon définitive sur les ressources naturelles. Pendant 2 ans et demi, la Commission a sillonné le Sénégal avec à la clé une centaine d'ateliers, de plénières et autres rencontres. En prenant ainsi le temps de dialoguer avec les acteurs concernés, la Commission mesure le sens et la portée de la réforme. Nous devons saluer les pères fondateurs de la nation sénégalaise qui ont déjà très tôt compris que le foncier était l'affaire de tous et que le foncier appartenait à la nation, même pas à l'État, la nation sénégalaise. Par conséquent, cela doit nous inciter aussi à mesurer le poids de notre responsabilité. Donc il ne faut pas que par nos actions, nous compromettions l'avenir, en tout cas le patrimoine de cette nation. Et c'est pourquoi, d'emblée, dans les orientations et la doctrine que j'avais indiquées, j'avais dit qu'il fallait exclure toute immatriculation de terres envers les collectivités, parce qu'on sait très bien que la suite immédiate serait de donner des baux, et puis il n'y aurait plus 1 centimètre carré dans le pays. Donc ça, moi, je ne prendrai jamais une telle décision. Il faut, dans le souci de rendre la gestion plus transparente, plus inclusive, préserver quand même l'esprit
et donc préserver ce bien pour la nation sénégalaise tout en permettant l'immatriculation d'un certain nombre de fonciers en fonction des usages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Après avoir magnifié leur démarche, le président Macky Sall a félicité le professeur Moustapha Souran et les autres membres de la commission. Le document est de qualité. Le chef de l'État va faire bon usage des recommandations dans l'intérêt du pays. Un nouveau contingent sénégalais sera bientôt déployé au Mali. Avec ce bataillon, le Sénégal sera le premier contingent en termes de nombre dans ce pays. Reçu cet après-midi au Palais de la République, le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali a discuté avec le chef de l'État des conditions de ce déploiement. D'ores et déjà, Aladif Katir Mahamad Saleh a remercié le président Macky Sall pour le travail remarquable des soldats sénégalais au Mali. Le voici au micro de Oumar Ning. Nous venons du Mali, où une force des Nations Unies y est déployée. Moi, en tant que représentant du secrétaire général et chef de cette mission, ça fait à peu près 15 mois que je suis en service là-bas. Donc c'était d'abord pour venir me présenter au président de la République. Le deuxième, c'est un peu les remercier pour le contingent sénégalais qui est déployé au Mali, qui fait un travail remarquable, tant sur le plan professionnel que sur l'efficacité sur le terrain. Mais également, nous comptons redéployer un autre bataillon au Mali et nous sommes venus échanger également avec les autorités sénégalaises les conditions de ce redéploiement au Mali, de cette force d'intervention rapide qui au préalable était en Côte d'Ivoire et qui va bientôt être déployée au Mali, et qui ferait en sorte que si on déploie cette force, le Sénégal sera pratiquement le premier contingent en nombre déployé au Mali. Et donc tout cela, autant de choses pour lesquelles nous sommes venus vraiment remercier les autorités sénégalaises et également les encourager et leur dire que toutes les conditions sont prises au Mali pour que le déploiement puisse se passer dans de très bonnes conditions. Une fois que ce bataillon sera déployé, on aura à peu près 1645-1650 Sénégalais déployés au Mali, tant au niveau de la composante militaire, police que gendarme. Hier, le président de la République recevait en audience le PDG de Macao Legend Development, une entreprise chinoise qui se positionne pour une coopération avec le Sénégal, notamment dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture. Une première visite qui a été l'occasion d'explorer les opportunités de partenariat. Voici David Chao à sa sortie d'audience. J'ai reçu beaucoup de manifestations d'intérêt sur le Sénégal, même à Pékin ou de Pékin, et je suis venu pour voir les opportunités. Je suis très heureux d'être reçu par Monsieur le Président et d'avoir eu la possibilité de changer des idées, des opportunités, parce que mon entreprise travaille dans plusieurs secteurs, comme le tourisme, mais aussi d'autres activités, l'agriculture et d'autres activités qui peuvent être d'intérêt pour le pays. Alors c'est la première visite qui vient ici et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à développer. Notre compagnie s'intéresse sur le plan du tourisme, des activités touristiques, mais aussi financières. Et il y a beaucoup de formes de coopération avec le pays. Et je suis très heureux de pouvoir le faire. Et on verra dans le futur ces opportunités. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au Conseil économique, social et environnemental pour débattre d'une question centrale, la commercialisation de l'arachide. L'occasion pour le docteur Pape Abdoulaye Seck de revenir sur les acquis de la filière arachide, avec notamment la disparition des bons impayés. Les détails avec Penamo. De la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental a pour hôte le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural avec comme terme la commercialisation de l'arachide, une filière qui s'est beaucoup bonifiée, surtout avec la disparition des bons impayés. Dans notre pays,
on parlait chaque année de Mbapat, c'est-à-dire de prix du marché inférieur au prix officiel. Depuis l'an passé, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Mbapat a définitivement disparu au Sénégal. Il n'y a plus de Mbapat. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les prix aux producteurs tournent autour de 230-300 francs, contre 210 qui est le prix officiel. Un autre acquis, les semences qui sont de très bonne qualité. Avant de mettre à la disposition du monde rural ces semences, lorsqu'il s'agit de semences écrémées, ces semences sont rigoureusement contrôlées, selon des critères rigoureusement scientifiques. Contrôle portant sur la pureté variétale, sur la pureté spécifique, sur le rendement semence, sur la faculté germinative et sur l'état sanitaire. C'est après contrôle de ces semences détenues par les OPS que nous donnons des notifications pour mettre ces semences à la disposition du monde rural. Donc c'est le lieu de dire avec force et conviction que ces semences de mauvaise qualité dont on parle appartiennent à la préhistoire de notre pays compte tenu du dispositif qui a été mis en place. Et docteur Papa Abdoulaye Seck de dire que la filière arachidière est en renaissance. Changeons nos attitudes et nos comportements. Croyons au fait que l'agriculture doit être le vecteur, la locomotive de notre croissance, dans la solidarité, dans la participation et dans la responsabilité. Transformons notre agriculture. Action et moins de théorie pour changer l'agriculture du Sénégal. Satisfaits des réponses et du travail abattu dans le secteur, les conseillers ont voté à l'unanimité le projet d'avis sur la commercialisation de l'arachide. 47 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement que la Banque islamique de développement vient d'allouer au programme national des domaines agricoles communautaires. 4 domaines agricoles seront implantés un peu partout dans le Sénégal. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a lancé ce jeudi à Dakar le projet de développement de l'entrepreneuriat agricole du PRODAC. Le reportage de Thierno Diallo. Pour promouvoir l'emploi des jeunes, la Banque islamique de développement a alloué 47 milliards de francs CFA au programme des domaines agricoles communautaires. Le PRODAC, un programme ambitieux initié par son Excellence le Président de la République, va réduire le chômage au Sénégal, surtout en zone rurale. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis en place d'importants instruments de promotion socio-économique pour prendre en charge la lancinante question de l'emploi des jeunes. Il en est ainsi de la création du programme national des domaines agricoles communautaires qui constitue un des instruments majeurs de la stratégie de l'État pour promouvoir l'emploi en milieu rural par l'entrepreneuriat agricole. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui dans la sous-région qui demandent à répliquer ce programme. C'est pour nous une opportunité avec ce lancement de donner de la visibilité au programme, surtout que les gens ne pensent pas que c'est seulement un projet agricole, c'est un emploi pour les jeunes. Ce projet particulier va générer 30 000 emplois jeunes. Et ces jeunes vont être formés, ils vont rester chez eux, ça va être des entrepreneurs. Ce financement de la BID va permettre la création de 4 domaines agricoles communautaires. Il s'agit des DAC de Boulel à Kafrine, Nyombato à Fatick, Dodi à Louga et Fafakuru, région de Kolda. Les DAC sont faits sur la base de critères agroécologiques. Chaque zone agroécologique a son potentiel, mais nous, en tenant compte de ça, nous choisissons la spéculation qui a une grande valeur ajoutée. Parce que nous sommes un programme de création d'emplois et non un programme agricole. Le soubassement pour nous, c'est le secteur primaire, mais aussi tout ce qui est transformation et chaîne de valeur agricole. L'objectif de ces DAC est de créer des emplois en milieu rural, freiner l'exode et désengorger les pôles urbains. Les jeunes doivent savoir que le PRODAC est à leur disposition un instrument de richesse, un instrument de bonheur que le président de la République a mis à leur disposition, à la disposition des jeunes Sénégalais. Il faudrait qu'ils viennent vers le PRODAC parce que tu sois diplômé ou pas,
que tu aies une formation ou pas, le PRODAC va t'orienter jusqu'à ce que tu aies la joie au sein de ta famille. Au terme, le programme des domaines agricoles communautaires va créer 30 000 emplois et 348 groupements d'entrepreneurs agricoles, GA. 2 ans après la mise en place du système de régulation des importations du riz, l'heure est à l'évaluation. Les acteurs se penchent sur les résultats obtenus et poursuivent la réflexion pour une bonne commercialisation du riz local. Alessandro Diédhiou. 2 ans après l'adoption par le ministère en charge du commerce du système de régulation des importations de riz visant à promouvoir une bonne commercialisation du riz local, à quoi s'ajoute l'adoption de quotas soumis aux importateurs, lesquels sont désormais tenus de n'acheter à l'étranger qu'au prorata du volume des achats de riz au niveau local. L'heure est donc à l'état des lieux. Le bilan à mi-parcours de la problématique de la commercialisation est salutaire car il permet d'identifier à temps les facteurs bloquants et à leur trouver les solutions idoines. Pour ce faire, les informations doivent être réciproques entre acteurs de la filière. On prépare à cet atelier d'évaluation de la commercialisation du riz local par les systèmes de régulation l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la filière riz, entre autres l'association des riziers du Nord. On est sur la bonne voie. Bon, aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait faire. Dans la mesure où aujourd'hui la production nationale est arrimée aux importations de riz et que donc maintenant les mécanismes sont mis en place, mais pour toute chose humaine il faut les parfaire. L'enjeu lié à cette rencontre est de taille quand on sait que la dépendance de notre pays des importations de riz pèse pour plus de 200 milliards de francs CFA sur la balance commerciale en termes de déficit. Il s'agit donc de réagir dans le sens de la volonté exprimée par le chef de l'État dans son programme d'autosuffisance alimentaire à l'aune du programme national d'autosuffisance en riz, le PNA. Pour donner corps à cette dynamique et impulser la filière riz, le changement de paradigme prôné par le ministre en charge du commerce est plus que nécessaire. Vendre avant de produire, établir des contrats entre acteurs et intégrer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur au sein de la plateforme de commercialisation du riz. C'est un phénomène qui a fini d'exaspérer les clients des banques. Les guichets automatiques ou distributeurs de billets qui tombent souvent en panne, hors service ou indisponibles. Comment comprendre ces dysfonctionnements? Quels préjudices pour les usagers? Et quelles réponses fournissent les banques? La rubrique économie de ce jeudi pose ce débat très monétique du reste à Ramdawa. Une carte introduite, une somme demandée et à vous les billets. Simple et efficace, mais... C'est vraiment efficace, mais des fois ça cause des problèmes, surtout quand le service est indisponible et qu'on a vraiment besoin d'argent. On ne sait pas comment on fait. Et si c'est urgent, bon voilà. Un jour, je suis allé retirer de l'argent. Je ne sais plus, ça devait être 50 000 ou 60 000. Et le distributeur m'a affiché que le distributeur était en panne. Et j'ai été surpris 2 jours après de voir que j'ai été débité. Malgré tout. L'argent n'est pas sorti, mais j'ai été malgré tout débité. Je suis allé le signaler auprès de mon conseiller et il a fallu quand même que j'attende 15 jours avant d'être remboursé. La hantise des usagers, c'est ce message. Guichet hors service ou momentanément indisponible, glaçant pour ceux qui sont dans l'urgence ou qui n'habitent pas près de ces gaps. Très souvent, on peut faire 4, 5, 6, voire même une dizaine de distributeurs et aucun ne fonctionne. Je pense qu'elles n'investissent pas assez dans leurs distributeurs parce qu'on est en 2017. Je pense que maintenant il y a des distributeurs, ce qu'on appelle des distributeurs nouvelle génération qui permettent non seulement qui sont plus fiables, mais qui permettent de faire des opérations beaucoup plus diversifiées. C'est un ancien conseiller en gestion de patrimoine qui parle. 10 ans d'expérience dans le service bancaire en Europe, il est toujours dépassé par les dysfonctionnements récurrents sous nos cieux. Le phénomène excède aussi ce défenseur infatigable de la cause des usagers. Cette carte-là coûte excessivement cher, 23 000 pour certaines, 30 000 jusqu'à 70 000. Donc un service qui est là, mais que le client ne peut pas utiliser correctement du fait des gaps qui tombent régulièrement en panne. Un lourd préjudice que la banque lui cause, alors que lui, s'il cause le moindre préjudice à la banque, immédiatement les pénalités tombent. Et un gap ne devrait pas tomber en panne plus de 5 minutes. C'est lors des grands événements, les week-ends, les fins de mois, que les clients se plaignent le plus. On a reçu beaucoup de plaintes de clients qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur argent, qui ont perdu même l'intégralité de leur salaire du seul fait
d'un GAP qui tombe en panne. Ou bien vous faites une opération, le GAP est en panne, vous sortez, l'argent sort derrière vous, c'est vous aussi qui perdez. Qu'est-ce qui se cache derrière cette indisponibilité à satisfaire l'usager? Pour tenter de trouver réponse à cette question, nous avons d'abord été au GIM UEMOA qui fédère une centaine de banques dans l'espace. Déjà, un guichet automatique pour fonctionner a besoin d'énergie. Donc il faut que l'électricité soit permanente. Après l'énergie, il faut une connexion télécom pour permettre en fait de transporter quand la carte elle est insérée pour réaliser une transaction, que la transaction soit envoyée jusqu'à la banque qui gère la carte pour pouvoir vérifier le solde du compte, vérifier que le code PIN est correct, que le plafond n'est pas dépassé. Il y a d'autres éléments qui sont plus internes en fait à la banque. Par exemple, il faut que le guichet automatique soit approvisionné. Mais les banques disposent-elles des moyens d'être informées à temps de ces pannes et d'agir? La question a été posée à la BHS. Oui, effectivement, on a une équipe qui s'occupe de la gestion et du suivi des GAP. Il faut savoir que le GAP, c'est une machine. Et une machine, des fois, il peut y avoir des incidents. Par exemple, des billets coincés lors de la distribution ou des problèmes de connexion dus au réseau de télécommunications que nous ne gérons pas. Sinon, quand il y a ce genre d'incident, nous avons un superviseur qui nous permet de voir qu'il y a un incident ou le vigile qui est de faction au niveau du GAP appelle directement l'agent qui est d'astreinte. Une question de qualité de service et il existe un observatoire mis en place par l'État pour jouer les médiateurs entre usagers et banques. En 2015, on a eu 1200 saisines de litiges entre clients et opérateurs et nous avons eu un dénouement heureux à hauteur de 90% dans le domaine bancaire et à hauteur de 97% de satisfaction dans le domaine des assurances. Voilà pour la part du médiateur. Qu'en est-il de la diligence attendue des banques? Nous avons une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que, bon, il y a au verso de leur carte, il y a un numéro. Et ce numéro, ils peuvent appeler l'agent qui est d'astreinte pour tout incident. Tout cela dans un seul but, la satisfaction du client. Les clients ne demandent que cela, être satisfaits pour un service censé être rapide, qui n'est pas gratuit en plus. Après la rubrique économie, nous parlons des inscriptions sur les listes électorales et l'obtention de la carte d'identité CEDEAO. Tambacounda est à plus de 100% de taux d'enrôlement. À 3 jours de la clôture, la préfecture a mis des bouchées doubles pour inscrire le maximum de citoyens. Abdoulaye Sinkaré. Dernière ligne droite avant la clôture des inscriptions. À la première commission de Tamba, l'affluence continue. Ici, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des opérations. Étant donné que le Sénégalais aime toujours le dernier jour, qu'il y a une petite ruche. Mais quand même, ça se déroule normalement. La tension n'est pas si élevée. Donc, le préfet a renforcé les 2 machines. Il a pensé à prendre ses précautions et pour mettre la population à l'aise. Aujourd'hui, alors je crois bien qu'on ira au-delà de 19h. Ça je vous dis. Hein. 8 commissions travaillent sur l'étendue du département. Grâce à un système double flux géré par 2 équipes de 8h à 0h, plus de 96 000 personnes ont pu être inscrites. Nous avons, à travers les 8 commissions qui ont été instituées, enrôlé 96 666 électeurs. Alors si on compare ce chiffre avec le potentiel électoral qui est de 93 349, on se rend compte donc que le département de Tambacounda a dépassé ses objectifs et a un taux d'enrôlement de 103%. À 3 mois des législatives, c'est l'ultime moment d'inscrire son nom sur le fichier. Nous avons pris les dispositions appropriées avec l'appui bien entendu de la Direction générale des élections pour déplacer les commissions pour qu'elles puissent aller à la rencontre des citoyens, pour leur éviter des déplacements
sur de longues distances. Les élections législatives sont prévues le 30 juillet. Et donc, à cet effet, les opérations vont s'arrêter le 23. Et nous profitons donc de cette opportunité pour lancer un dernier appel, notamment aux retardataires, pour leur demander, en tout cas toute affaire cessante, de se mobiliser et d'aller vers ces commissions chargées de la récolte partielle pour se faire enrôler. Pour les cartes déjà sorties, la distribution continue. 63% ont déjà été retirés. Toujours à ce sujet, à Ziguinchor, 118 000 personnes ont été enrôlées dans les 10 centres de la ville, un chiffre qui dépasse largement les objectifs assignés au département. Abdoulaziz Ban. La préfecture de Ziguinchor, l'une des 10 commissions que compte le département, reçoit encore du monde à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Ce monde-là, c'est aujourd'hui seulement. C'est aujourd'hui qu'on a vu en tout cas une telle affluence. Depuis pratiquement un mois, moi je me disais que pratiquement tout le monde était inscrit. C'est aujourd'hui que j'ai vu cette affluence-là. Ça veut dire que les gens encore jusqu'à là, donc il y en a des gens qui sont restés chez eux et qui attendent qu'on les appelle pour venir s'inscrire. Comme la date butoir s'approche, c'est pourquoi certainement il y a eu ce rush là aujourd'hui. Et pourtant, avec ces inscriptions, le département dépasse largement les objectifs qui lui sont assignés. Déjà, ils sont plus de 115 000 à s'inscrire. Le département de Ziguinchor s'est vu assigner un nombre de 79 000 électeurs inscrits. À ce jour, nous en sommes à 118 000. Donc, nous avons dépassé très largement, nous sommes à 145% de cet objectif. Mieux, alors, si nous prenons comme référence la population électorale du référendum de mars 2016, nous avons à ce jour également dépassé alors, ce nombre, puisque au référendum nous étions à 110 371 électeurs inscrits sur le fichier électoral du département de Ziguinchor. Donc on peut dire que l'intégralité de la population électorale du département est inscrite à ce jour. Ce résultat est obtenu grâce à une très bonne organisation notée au niveau des commissions. Les commissions du département de Ziguinchor ont fait vraiment d'excellent travail. Parce que imaginez-vous des commissions, c'est rare de voir une commission au niveau national qui fait 300 par jour. Mais ces commissions-là faisaient 300, 320, 350 par jour. Nous avons mis en place un système d'itinérance des commissions. Au début, nous avions une seule commission itinérante, n'est-ce pas, qui a fait le tour de beaucoup de quartiers, de beaucoup de services et établissements. Et certains quartiers qui, au début, n'étaient pas encore couverts par une commission. Donc, avec ce système-là, alors nous avons pu booster considérablement le rythme des institutions. En tout cas, nous avons pu contenir plus ou moins alors, le rush que nous avons constaté vers les commissions tout au début de l'opération. Déjà, dans cette commission basée à la préfecture, on a les inscriptions et retrait des cartes. Actuellement, 8000 cartes sont disponibles et le retrait a déjà démarré. L'hygiène ou la face hideuse des marchés ou de certains marchés de Dakar. Vendeurs et clients cohabitent avec les ordures au quotidien. On se bouge comme on peut les narines sur ces lieux où le phénomène est devenu presque banal. Des mesures sont-elles envisagées pour changer ce décor? Rien pour le moment, tout le contraire de ce qui se fait dans les supermarchés. Deux tableaux diamétralement opposés que nous décrit Ibrahim Andong. Elle vend à côté des ordures. Dabassène n'en peut plus. Voilà 8 ans qu'elle est dans ce marché et depuis, l'état d'immondice ne cesse de dicter leurs lois. Cette situation ne nous arrange vraiment pas. Nous devons avoir un dépotoir pour le marché. Mais avec ces ordures, les clients vont finir par nous fuir. Mais pour le comité d'hygiène, la présence en abondance des ordures est une exception. Chaque jour, le véhicule est là, on ramasse les ordures, on balaye le marché proprement, donc il n'y a aucun problème. Je crois que ça, c'est uniquement pour le dimanche. Dans ce marché de la commune de Padoua, certaines clientes font preuve de vigilance avant d'acheter leurs approvisionnements. Moi, je n'achète qu'auprès des vendeurs où les lieux sont propres. Ici, l'insalubrité se pose avec beaucoup plus d'acuité pendant la saison des pluies.
En période d'hivernage, le marché est presque impraticable. Il y a des eaux stagnantes partout. Je pense que dans un marché, on ne devrait pas avoir de sens interdit. Au marché Gueule-Tapée de Golfe Sud, le réflexe est presque général. Sans se boucher les narines. Une situation qui a poussé les commerçants à construire ce vidoir. Aujourd'hui, l'ouvrage semble atteindre ses limites. Les eaux usées et déchets du marché dépassent largement la capacité de ce vidoir. Tous les 2 jours, nous sommes obligés de le vider, moyennant 65 000 francs CFA, et c'est déplorable. Thiaroye. Le centre commercial inauguré en 2013 jouit de plusieurs commodités, contrairement à beaucoup de marchés. C'est un centre commercial qu'on a construit sur les normes internationales. On a mis les bouches d'incendie, il y a l'assainissement, il y a la sécurité, il y a tout ici. À partir de 18h, 19h, vous verrez toutes les couches de la sous-région. Un centre à vocation sous-régionale où les efforts pour rendre les lieux propres sont constants. Nonobstant cette volonté de bien faire, le comportement de certains occupants est déplorable. Ça, c'est une insécurité totale. La présence des marchands qui sont sur la route, nous ne le voulons pas, c'est une anarchie. Un tour dans les grandes surfaces nous permet de découvrir le contraire des marchés traditionnels. Ici, le bon parfum titille les narines des visiteurs, l'hygiène est érigée en règle. Très tôt, on a l'équipe de nettoyage qui est là tous les matins à partir de 6h30. Au plus tard, 7h, on commence à faire l'entretien du magasin. Comme ça, à 8h, le personnel est présent et commence à faire aussi leurs occupations du matin. C'est-à-dire suivi des produits, au niveau de la charcuterie, faire les ententes, nettoyer les rayons et tout cela avant l'ouverture du magasin. Ça fait des années que je viens ici chaque fois et je trouve que vraiment le cadre est accueillant et puis propre, hygiénique, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'encombrement comme ailleurs. Dans les lieux de commerce, la question de l'hygiène se pose en termes de défis. Maintenir toujours propres les marchés publics, une équation synonyme de santé publique. D'autres reportages dans nos prochaines éditions consacrés à la question de l'hygiène au Sénégal. Les administrateurs des services de santé se disent conscients de l'importance de la qualité et de la sécurité dans les soins. C'est pourquoi ils ont initié une réflexion autour de cette problématique au moment où le Sénégal accueillait les 4e journées francophones pour la qualité et la sécurité. Le respect des normes est essentiel dans tout processus thérapeutique. Autrement, on peut arriver à l'effet contraire que celui recherché. Oumar Diawa. Ils sont administrateurs de services de santé en général, directeurs d'hôpital pour la plupart, venus des 4 coins du Sénégal. Dans leur milieu d'exercice, la qualité et la sécurité sont essentielles. La qualité, c'est ce qu'on cherche dans le système sanitaire pour la meilleure prise en charge des populations. Mais également, on parle de sécurité. Les thèmes sont très bien choisis. Les soins sans la qualité, on ne parlerait plus de soins. Voilà qui est bien résumé. Cette première rencontre de l'Association sénégalaise des administrateurs de services de santé se tient en même temps que les 4e journées francophones pour la qualité et la sécurité. Nous avons pu intervenir au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et cette année, en fait, nous avions sur notre agenda le Sénégal. Élever le niveau de sécurité dans la dispensation des soins est indispensable pour éviter les surcoûts et même les complications. La non-sécurité a un coût. Très souvent, cela oblige le patient et ses accompagnants à rester davantage dans l'hôpital. Qui plus est, cela empêche le patient et souvent ses accompagnants d'être des agents de production. Plusieurs stratégies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité et assurer des standards de qualité. Il faut effectivement dans chaque structure de santé créer une cellule de veille pour gérer ces situations. La stabilité sociale du cadre professionnel hospitalier participe d'une démarche qualité. On ne peut pas prodiguer des soins de qualité si effectivement il n'y a pas de paix sociale. Parce qu'à l'hôpital, tout est lié. Notre devoir, c'est de tout faire pour que la sérénité et la paix sociale règnent. Beaucoup d'établissements de soins sont confrontés à une instabilité sociale.
à un manque de sécurité biologique et à un défaut de qualité visible de tous. Les conséquences sont les antibiorésistances, les infections nosocomiales et l'échec thérapeutique. De la drogue et des médicaments contrefaits d'une valeur de plus de 2 milliards incinérés à Tambacounda. Ces produits ont été saisis dans les différents barrages routiers de la région par les services de la douane. Abdoulaye Sinkari. De la drogue et des médicaments contrefaits d'une valeur de près de 3 milliards de francs incinérés. Il s'agit de fortes quantités de chanvre indien et de drogue dure saisies en l'espace de 18 mois. 300 kg de drogue, dont 25 kg de drogue dure, méthamphétamine, et 250 kg de cannabis, mais également de médicaments contrefaits d'un poids estimé à 3 tonnes 720 kg, pour une valeur totale de 2 milliards 264 millions de francs CFA. Parmi le stock de médicaments qui vient d'être détruit, il n'y a pas un seul produit qui provient du secteur officiel de distribution. Donc ce sont tous des médicaments contrefaits. On ne peut pas tracer l'origine. Ils n'ont pas de code barre, il n'y a pas de laboratoire fabricant, tout est écrit pratiquement en anglais avec une traduction française très douteuse. Donc c'est vraiment extraordinaire. Les saisies ont été faites dans les différents postes frontières de Tamba, Koumpentoum et Bakel par la douane. Vu l'étendue de la région, la synergie des forces est nécessaire pour plus d'efficacité. Nous partageons aussi la frontière avec beaucoup de pays, beaucoup de nos pays voisins, ce qui fait que vraiment le flux est extrêmement important. D'ailleurs, il est même à la limite ininterrompu tous les jours. Ce qui fait qu'évidemment aussi les trafiquants aussi en profitent. C'est pourquoi ici vraiment le travail de la gendarmerie, de la police, de la douane et même de l'armée au niveau de la frontière aussi mérite d'être quand même salué. Parce que quand même le défi il est immense. Les moyens aussi sont parfois aussi limités malgré l'effort quand même de l'État, vu l'immensité de la zone. C'est pourquoi vraiment nous magnifions à chaque fois l'importance de ce genre de travail effectué par les forces de défense et de sécurité. Pour enrayer le fléau, les autorités en appellent à une sensibilisation continue des populations. Les amicales des agents de la RTS et de la BCAO ont organisé une journée médicale, une initiative qui a réuni plus de 150 femmes. Ces dernières ont bénéficié de consultations gratuites. Claire Diop. Journée médicale organisée par les amicales des agents de la RTS et de la BCAO Kaolack. Cette offre de santé a permis à plus de 150 femmes de la commune et des localités environnantes de bénéficier d'un dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein. Bonne nouvelle pour les candidates, aucun cas positif n'a été signalé. Nous n'avons pas eu donc de cas positifs au niveau donc du cancer de l'utérus, de même qu'au niveau du cancer du sein. Tous les cas donc sont négatifs. C'est une très bonne chose parce que cela permet donc de dépister beaucoup de femmes et aussi les femmes vont se rendre compte que c'est une très bonne chose, le fait de se faire dépister. L'activité, l'innovation majeure de la 5e édition de la randonnée pédestre de la RTS et de la BCAO Kaolack. À travers cette manifestation, les deux amicales entendent réaffirmer la mission de service public des deux institutions. Vous avez organisé une journée de consultation médicale sur des pathologies qui sont extrêmement compliquées dans notre pays. Donc, parce que c'est des pathologies dont la prise en charge est souvent longue et ça coûte excessivement cher. Donc permettre à nos dames de faire le dépistage et éventuellement une meilleure prise en charge, vraiment c'est une excellente initiative qu'il faut saluer. Avec l'engouement que nous avons noté tantôt, ça a été une très belle initiative que je tiens à saluer ici au nom de Monsieur le Directeur national de la BCAO pour le Sénégal, M. Al-Ahminoulo, qui avait manifesté le désir de venir communier avec nous. Malheureusement, du fait de contraintes, il n'a pas pu se déplacer. Donc vous avez son soutien et son accompagnement. Le gouverneur de la région de Kaolack a présidé la cérémonie officielle. L'occasion est saisie par l'autorité pour saluer la démarche. Je voudrais vous saluer, mais surtout vous féliciter. Vous féliciter pour cette belle initiative. Elle est belle, elle est stratégique. Elle est surtout généreuse.
parce que sous-tendu par une idée de contribuer aux efforts louables des autorités étatiques dans la quête d'un Sénégal de bien-être. En ce jour, un don de sang a été organisé pour appuyer l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Aussi, avec le concours de la région médicale, des moustiquaires imprégnés ont été offertes. L'engagement est pris par les deux amicales de pérenniser ce genre d'activité. Objectif, contribuer activement à un mieux-être des populations de la zone. L'élection présidentielle française qui va se tenir le 23 avril prochain ne laisse pas certains de nos compatriotes indifférents à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou même dans certaines rédactions telles que celle du Soleil. Les points de vue divergent sur l'intérêt de ce scrutin. Le reportage de Louise Betza. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle française où 11 candidats vont se présenter, loin du second tour, certains anticipent sur les attentes issues de ce scrutin. En termes d'attente, c'est tout simplement de reconsidérer davantage en fait, le continent africain. Parce que tout simplement, la politique française en direction de l'Afrique est décriée par tout le monde. Aujourd'hui, le débat qui fait rage, c'est par rapport en fait, à la sortie, en tout cas des pays africains, lui au moins plutôt du franc CFA. Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017, tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai. La liste définitive des candidats est connue depuis le 18 mars. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains étudiants approchés hors micro ne semblent pas accorder un intérêt à cette présidentielle. D'autres ont plus ou moins un avis sur certains candidats. J'ai entendu Marie Lopez dire qu'une fois élue, elle va interdire les immigrés, en fait les immigrés africains à entrer en France. Donc c'est quelque chose que je déplore. Au plan médiatique, le quotidien Le Soleil s'intéresse à tous les rendez-vous politiques de la France. Pour les responsables du service international du quotidien, cette élection présidentielle a un intérêt certain pour le Sénégal. Il faut savoir que nous avons donc une tradition qui fait qu'on s'intéresse beaucoup, une tradition politique, une tradition d'anciens pays colonisés de la France et aussi de pays francophones. Nous sommes très proches de la France et tout ce qui se passe à Paris intéresse Dakar. Nous le voyons par exemple dans la rédaction. Nous regardons tout le temps les programmes français puisque nous sommes francophones, les médias d'information et même pour ce qui concerne le Soleil, nous sommes en partenariat avec l'agence de presse française. Nous sommes liés à la France par la langue, par la culture, par le système politique et les relations commerciales. Donc forcément nous sommes intéressés par les élections, nous en tant que journalistes, mais aussi notre électorat. Tout le DEX international s'est mobilisé, l'équipe rédactionnelle est déjà prête pour une bonne couverture. Et donc nous suivons ça de très près. Bon, nous avons prévu dans l'édition de demain de consacrer 3 à 4 pages à l'élection présidentielle. Bon, de suivre ça au jour le jour pour le premier tour, parce qu'il y a 11 candidats, c'est très éparpillé. On ne pourra pas envoyer quelqu'un derrière chacun des 11 candidats. Mais pour le second tour, il sera plus serré avec 2 candidats. Nous aurons un envoi spécial sur place. La date du second tour est proche, plus que quelques heures avant de connaître les 2 candidats du second tour à cette élection présidentielle. Alors, quelle place l'Afrique occupe-t-elle dans les programmes des différents candidats à cette élection présidentielle française ? Pas tout à fait importante, soutient le politologue Sarik Bambagaï. La raison est simple, selon lui. Les enjeux de cette élection sont d'abord nationaux, même si l'Afrique a plusieurs raisons de s'y intéresser. René Massiga-Diouf. La France est-elle à un tournant dans ses relations avec l'Afrique? Au lendemain des élections présidentielles, la politique française en Afrique restera-t-elle la même? Quel changement probable peut-on attendre du prochain président français? Ces questions suscitent un intérêt certain du continent pour le scrutin de dimanche, intérêt surtout que bien des spécialistes expliquent parfois par des liens historiques. La France, faut-il le rappeler, fut une ancienne puissance coloniale. Deuxièmement, la France est encore présente en Afrique, notamment dans ses anciennes colonies, par le biais de ses entreprises
également par son action diplomatique et militaire. À cela s'y ajoute également la présence en France de milliers d'Africains qui vivent dans ce pays et qui pour la plupart c'est des binationaux. L'Afrique reste un partenaire privilégié de la France. L'enjeu du positionnement de l'Hexagone sur le continent ne sera jamais remis en cause par les résultats du scrutin de dimanche. Aujourd'hui, les 5 principaux candidats que sont Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon n'ont pas une grande étendue programmatique vraiment digne d'intérêt pour l'Afrique. Les enjeux de cette élection sont d'abord des enjeux nationaux. C'est des enjeux nationaux européens. Ça, quand même, il faut le dire. Et celui qui va gagner sera celui ou celle qui sera capable de rallier le maximum de France autour de ces 2 questions centrales, c'est-à-dire les questions domestiques et la place de la France au sein de l'Union européenne. Ça sont les 2 questions centrales et qui structurent de part en part les débats politiques en France depuis plusieurs années. Ces candidats ont évoqué l'Afrique autour de 2 axes, à savoir la lancinante question de la migration et l'aide au développement. Pour la plupart d'entre eux, cette aide doit être conditionnée à la capacité des pays africains à savoir gérer la question migratoire. C'est le cas dans les programmes de Fillon et Macron. Mélenchon parle de nouveaux paradigmes alors que Marine Le Pen reste anti-immigration. Il n'est pas étonnant de voir que l'immigration est au centre du programme de Marine Le Pen. François Fillon, son point phare dans son programme, c'est qu'il veut désormais conditionner l'aide au développement et le retour des immigrés. Mélenchon est aux antipodes des thèses de Fillon, de Le Pen, estime par contre, lui, que l'immigration n'est pas un problème. Macron estime effectivement, comme Fillon, qu'il faudrait une sorte de conditionnalité entre l'aide et le retour des immigrants. Hamon est certes quelqu'un de proche de l'Afrique parce qu'il a grandi au Sénégal pendant 4 ans. Le point phare, la mesure phare qu'il propose, c'est de relever le montant, la part de l'aide publique au développement à 0,7% du PIB français. Les thèses qui sont dans le sens de répit de la France, du rejet de l'autre, sorte de diabolisation de l'Afrique perçue comme étant responsable en partie des problèmes de la France, mais en même temps il y a des propositions beaucoup plus radicales qui vont dans le sens d'une refondation des relations entre la France et l'Afrique. La gestion des relations franco-africaines dans le cadre des réseaux de connivence semble aux yeux de tous les candidats ne plus être adéquate. La France-Afrique, vieille méthode d'une vieille époque, renaît à chaque fois de ses centres, mais dans leur programme, ces candidats semblent l'avoir enterré à jamais. L'autre actualité dans le monde nous conduit au Venezuela, en France et en Tunisie, mais également en Zambie. Dans ce pays, le chef de l'opposition est en détention jusqu'au 26 avril prochain. Anaïs Nyanyamane. En Zambie, le chef de l'opposition est en détention au moins jusqu'au 26 avril. Incarcéré depuis la semaine dernière, Akende Hichilema est poursuivi pour trahison. Selon le tribunal, le dirigeant du parti Uni pour le développement national est inculpé pour insulte et refus d'obtempérer à une injonction policière. Des milliers de Tunisiens ont manifesté dans la ville du Kiev où une grève générale a été également observée. Ils protestent contre la marginalisation et réclament un développement plus équitable entre les régions. Institutions publiques et privées, boutiques et cafés ont pour leur part répondu à l'appel à la grève générale. Selon des responsables, seuls les hôpitaux, les pharmacies et les boulangeries sont restés ouverts. En France, plus de 500 personnes ont manifesté dans la cité phocéenne. En marge du meeting de Marine Le Pen à Marseille, des échauffourées ont éclaté entre police et manifestants. Des jeunes au visage masqué, cagoulés, voire casqués, ont brandi des fumigènes et lancé des projectiles et des pétards en direction des forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. 4 personnes ont été interpellées selon la police. Et enfin, l'Union européenne a condamné les violences qui ont émaillé des manifestations de l'opposition et de partisans du gouvernement au Venezuela. Elle a appelé à une désescalade pour stopper la détérioration de la situation. Les manifestations anti-Maduro d'hier ont fait 3 morts et une trentaine d'arrestations.
Avant le sport, l'actualité au Conseil économique, social et environnemental, fin de la session ordinaire 2017. La Commission de l'économie, des finances, du commerce et de la conjoncture était à l'honneur. Il était question de débattre du projet d'avis sur les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur. La séance s'est déroulée en présence du ministre du Budget, Koumbaya Ratemar. Cette plénière marque la clôture de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique, social et environnemental. Au menu, le projet d'avis sur les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur. Quelle stratégie d'accompagnement pour la croissance économique et la création d'emplois? Dans nos propositions, nous avons fortement encouragé les opérations en joint venture. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont restées longtemps à l'étranger ont certainement des contacts avec le secteur privé local de ces pays-là. Et nous estimons qu'aujourd'hui, ce qui pourrait booster un peu le développement ici, c'est de créer en fait des opérations en joint venture avec ce secteur privé étranger pour qu'on puisse avoir les transferts de technologie qui sont nécessaires. Dans la mesure où aujourd'hui au Sénégal, il faut savoir que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner tous ces jeunes en termes de recherche d'emploi. Il suffit simplement de savoir mettre tout ça en musique pour permettre aux gens d'aller sur le champ des investissements avec les meilleures chances de succès. Au cours des débats qui auront duré 1 heure, les conseillers sont revenus sur les difficultés auxquelles les Sénégalais de l'extérieur sont confrontés, difficultés liées au transfert de fonds, mais aussi à l'accès au financement. Le ministre du Budget, qui représente également son homologue des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, n'a pas tardé à rappeler les dispositions prises pour accompagner et encadrer les transferts de fonds. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces transferts sont importants, mais vont le plus souvent vers des filets sociaux, la consommation, l'éducation, la santé. Et il nous faut renverser cette tendance. Le renverser, c'est d'asseoir une stratégie qui permet à la diaspora, aux immigrés, de participer à l'effort de développement de notre pays et de participer à la transformation structurelle de notre économie. Nous avons, dans le cadre de cette stratégie, mis en place un certain nombre de dispositifs. Nous avons historiquement la Banque de l'Habitat du Sénégal. Nous avons aujourd'hui le FONGIP, le FONSIS, le FAISE qui constitue un instrument de financement. Nous avons en perspective le FONGAP qui est destiné à garantir les investissements de la diaspora. Et tout cela, c'est pour permettre à rediriger les flux financiers de ces immigrés vers les secteurs productifs. Au terme des échanges, les conseillers ont voté à l'unanimité le projet d'avis portant sur les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur. Union du beach soccer à la conquête du monde, l'équipe nationale du Sénégal honore aux Bahamas sa 6e participation à la Coupe du monde du football de plage. Les hommes de Galasila y vont avec l'objectif de franchir le cap des quarts de finale. Célina Lunduo les a rencontrés à 48 heures de leur départ de Dakar. Sa 6e participation au mondial de football de plage, le Sénégal la fera avec des joueurs bâtis à chaud et à sable. 8 des 12 sélectionnés sont déjà mondialistes. Les Lions sont sur la dernière ligne droite d'une préparation plus qu'aboutie. Les conditions sont vraiment réunies et c'est pour la première fois quand même dans les annales de la préparation de l'équipe nationale de beach qu'on voit quand même l'équipe nationale jouer 4 matchs de préparation et se déplacer à l'extérieur, surtout au Maroc. Moi, je crois qu'il faut dire quand même chapeau aux autorités de la fédération, particulièrement le président, qui nous a mis dans de très bonnes conditions de préparation. Préparer bien le terrain, c'est justement le rôle dévolu à Ngala Sylla, l'entraîneur. En tant que joueur, il a été de toutes les précédentes campagnes. Sur le banc, il entend faire mieux que ses prédécesseurs. Je n'ai jamais joué les demi-finales de la Coupe du Monde. J'ai joué 2 fois les quarts de finale en 2011 et en 2007. Mais cette année, en tant qu'entraîneur, au moins essayer de battre les performances de mes précédents, que ce soit Amadou Diop, Bandi. Pourquoi pas? Cela passe par un esprit d'équipe. Il faut resserrer les mailles du filet. On est une groupe, on est solidaires, tout le monde s'entraide. Donc on espère que lors de la Coupe du Monde, on espère faire une bonne participation. Car on représentera le Sénégal et l'Afrique aussi. Les Lions de football de plage quittent Dakar vendredi pour les Bahamas. Ils auront fort à faire dans un groupe ouvert
Ils en découdront avec le pays organisateur, l'Équateur et la Suisse. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Le document de politique foncière remis au chef de l'État après 2 ans et demi de travaux, la Commission nationale de réforme foncière fixe le cap pour un accès équitable aux ressources naturelles. Le président Macky Sall veut plus de transparence et d'inclusion dans la gestion du foncier. 60% des dossiers traités au tribunal sont relatifs à cette problématique. Hors service, momentanément indisponible, les dysfonctionnements notés par moment dans les guichets automatiques de billets suscitent moult interrogations chez les usagers. Que se cache-t-il derrière ces pannes volontaires ou inhérentes au système? La rubrique économie de ce jeudi pose le débat. Ça sent mauvais dans certains marchés de Dakar. Bouchez-vous les narines si vous êtes obligé de faire vos achats dans ces lieux. Préparez-vous à affronter l'odeur nauséabonde qui s'y dégage, un décor qui dévoile la face hideuse de ces endroits où l'on se procure plusieurs types de produits alimentaires dans la série est à leur tard. Bienvenue et bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu ce jeudi le document de politique foncière. La Commission nationale de réforme foncière livre ainsi ses travaux 2 ans et demi après son installation. Le rapport fixe le cap pour un accès équitable et sécurisé aux ressources naturelles. La Commission a salué la compréhension du président Macky Sall face aux enjeux liés au foncier au Martinga. Entre les mains du chef de l'État, le document de politique foncière. Le professeur Moustapha Souran et la commission viennent de finir le travail que leur avait confié le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, on lui a signé la mission d'engager le processus d'élaboration d'une réforme foncière. L'agriculture et d'autres activités qui peuvent être d'intérêt pour le pays. Alors c'est la première visite qui vient ici et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à développer. Notre compagnie s'intéresse sur le plan du tourisme, des activités touristiques, mais aussi financières. Et il y a beaucoup de formes de coopération avec le pays. Et je suis très heureux de pouvoir le faire. Et on verra dans le futur ces opportunités. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au Conseil économique, social et environnemental pour débattre d'une question centrale, la commercialisation de l'arachide. L'occasion pour le docteur Pape Abdoulaye Seck de revenir sur les acquis de la filière arachide, avec notamment la disparition des bons impayés. Les détails avec Penamo. De la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental a pour hôte le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural avec comme terme la commercialisation de l'arachide, une filière qui s'est beaucoup bonifiée, surtout avec la disparition des bons impayés. Dans notre pays, on parlait chaque année de MAPAT, c'est-à-dire de prix du marché inférieur au prix officiel. Depuis l'an passé, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le MAPAT a définitivement disparu au Sénégal. Il n'y a plus de MAPAT. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les prix aux producteurs tournent autour de 230-300 francs, contre 210 qui est le prix officiel. Un autre acquis, les semences qui sont de très bonne qualité. Avant de mettre à la disposition du monde rural ces semences, lorsqu'il s'agit de semences. Donc c'était d'abord pour venir me présenter au président de la République. Le deuxième, c'est un peu les remercier pour le contingent sénégalais qui est déployé au Mali, qui fait un travail remarquable
tant sur le plan professionnel que sur l'efficacité sur le terrain. Mais également, nous comptons redéployer un autre bataillon au Mali. Et nous sommes venus échanger également avec les autorités sénégalaises les conditions de ce redéploiement au Mali, de cette force d'intervention rapide qui au préalable était en Côte d'Ivoire et qui va bientôt être déployée au Mali. Et qui ferait en sorte que si on déploie cette force, le Sénégal sera pratiquement le premier contingent en nombre déployé au Mali. Et donc tout cela, autant de choses pour lesquelles nous sommes venus vraiment remercier les autorités sénégalaises et également les encourager et leur dire que toutes les conditions sont prises au Mali pour que le déploiement puisse se passer dans de très bonnes conditions. Une fois que ce bataillon sera déployé, on aura à peu près 1645-1650 Sénégalais déployés au Mali, tant au niveau de la composante militaire, police que gendarme. Hier, le président de la République recevait en audience le PDG de Macao Legend Development, une entreprise chinoise qui se positionne pour une coopération avec le Sénégal, notamment dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture. Une première visite qui a été l'occasion d'explorer les opportunités de partenariat. Voici David Chao à sa sortie d'audience. J'ai reçu beaucoup de manifestations d'intérêt sur le Sénégal, même à Pékin ou de Pékin, et je suis venu pour voir les opportunités. Je suis très heureux d'être reçu par Monsieur le Président et d'avoir eu la possibilité de changer des idées, des opportunités, parce que mon entreprise travaille dans plusieurs secteurs, comme le tourisme, mais aussi d'autres activités. À la nation, même pas à l'État, la nation sénégalaise. Par conséquent, cela doit nous inciter aussi à mesurer le poids de notre responsabilité. Donc il ne faut pas que par nos actions, nous compromettions l'avenir, en tout cas le patrimoine de cette nation. Et c'est pourquoi, d'emblée, dans les orientations et la doctrine que j'avais indiquées, j'avais dit qu'il fallait exclure toute immatriculation de terres envers les collectivités, parce qu'on sait très bien que la suite immédiate serait de donner des baux et puis il n'y aurait plus 1 cm² dans le pays. Donc ça, moi je ne prendrai jamais une telle décision. Il faut, dans le souci de rendre la gestion plus transparente, plus inclusive, préserver quand même l'esprit. Et donc préserver ce bien pour la nation sénégalaise tout en permettant l'immatriculation d'un certain nombre de fonciers en fonction des usages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Après avoir magnifié leur démarche, le président Macky Sall a félicité le professeur Moustapha Souran et les autres membres de la commission. Le document est de qualité. Le chef de l'État va faire bon usage des recommandations dans l'intérêt du pays. Un nouveau contingent sénégalais sera bientôt déployé au Mali. Avec ce bataillon, le Sénégal sera le premier contingent en termes de nombre dans ce pays. Reçu cet après-midi au Palais de la République, le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali a discuté avec le chef de l'État des conditions de ce déploiement. D'ores et déjà, Aladif Katir Mahamad Saleh a remercié le président Macky Sall pour le travail remarquable des soldats sénégalais au Mali. Le voici au micro de Oumar Ning. Nous venons du Mali, où une force des Nations Unies y est déployée. Moi, en tant que représentant du secrétaire général et chef de cette mission, ça fait à peu près 15 mois que je suis en service là-bas. Et vous manifestez par là votre parfaite compréhension des enjeux liés au foncier, avec pour finalité de permettre au pays de disposer d'un cadre juridique actualisé, approprié. Et de ce fait, vous avez compris que la terre, Monsieur le Président, figure au rang des principaux facteurs de production pour mettre notre pays sur l'orbite d'une croissance véritable et d'un développement équitable et durable. La question foncière est complexe, c'est connu. Pour preuve, elle occupe 60% des dossiers traités au tribunal. Mais au-delà de la nécessité d'une cohésion sociale, il y a l'exigence de développement. Tenant compte de tout cela, la Commission a adopté une démarche participative qui a porté ses fruits.
Ainsi, le document de politique foncière fixe le cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles. De nombreuses personnes vivant en milieu rural et les agriculteurs familiales, mais également les investisseurs privés dans le secteur rural. Mais il convient de garder à l'esprit la dimension holistique du foncier, car la terre et les ressources qu'elle porte sont tout à la fois facteurs de production, source de nourriture, base de pratiques sociales, culturelles et religieuses. Je voudrais également évoquer, Monsieur le Président de la République, un sujet dont vous avez fait une de vos priorités. Il s'agit des droits du peuple sur les ressources naturelles, mais aussi de l'obligation pour l'État et les collectivités territoriales de veiller à la préservation du patrimoine foncier. Il y a là, à mon avis, d'humble juriste, l'une des réformes les plus importantes de l'histoire du Sénégal. Parce que probablement, on n'a jamais donné aux Sénégalais l'occasion de s'approprier le Sénégal de façon définitive sur les ressources naturelles. Pendant 2 ans et demi, la Commission a sillonné le Sénégal avec à la clé une centaine d'ateliers, de plénières et autres rencontres. En prenant ainsi le temps de dialoguer avec les acteurs concernés, la Commission mesure le sens et la portée de la réforme. Nous devons saluer les pères fondateurs de la nation sénégalaise qui ont déjà très tôt compris que le foncier était l'affaire de tous et que le foncier appartenait